Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va vous présenter la suite de cours de courant alternatif sinusoïdal. Alors pour le contenu, on commence par les réseaux électriques en courant alternatif. Alors on parlera de l'association des impédances en série et en parallèle, loi de Kirchhoff en régime sinusoïdal, notamment loi des nœuds et loi des mailles. On passera ensuite aux théorèmes généraux. Alors, notamment le théorème de superposition, théorème de Thevenin et théorème de Norton. On passera ensuite à l'étude d'un circuit RLC en série dans un régime sinusoïdal permanent par la méthode complexe et la méthode de Fresnel. Et on terminera par l'étude de la résonance d'un circuit RLC en série. Alors, association des impédances en série et en parallèle, on commencera par l'impédance, alors montée en série. Alors, donc, soit un circuit ici qui est constitué par trois dipôles d'impédance Z1, Z2, Z3 qui sont en série. Alors, toutes les trois impédances sont traversées par le même courant, I de T. Donc, on a l'impédance complexe, équivalente de ce circuit est Z égale à Z1 plus Z2 plus Z3. Alors, pour une impédance, Z équivalente égale la sommation de ZE. Impédance montée en parallèle. Alors, même chose ici, donc, considère un circuit qui est constitué donc par trois dipôles d'impédance Z1, Z2, Z3 qui sont montés en parallèle. Alors, la tension aux bornes de chaque impédance est la même, donc, implique que, alors, l'impédance équivalente de ces circuits, donc, est telle que 1 sur Z égale 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Alors, on généralise pour le cas de N impédance. Donc, 1 sur Z équivalente égale la sommation de 1 sur ZE. L'admittance complexe, donc, c'est 1 sur Z équivalente Y qui est égal à 1, donc, qui est égal à la sommation de YI avec YI est égal à 1 sur ZE. Donc, l'admittance complexe d'un dipôle est telle que YI est égal à 1 sur ZE. Alors, loi de Kirchhoff en régime sinusoïdal, on commence par la loi des nœuds. Alors, ici, donc, on représente ici 4 courants, alors, donc, qui entrent vers un point O. Donc, de manière générale, on a donc la sommation de E de K, U de K égale à 0, avec UK égale à plus 1 si le courant est entrant, égale à moins 1 si le courant est sortant. En représentation complexe, on a la sommation de epsilon K et de K égale à 0, ou encore la sommation des courants entrants égale à la sommation des courants sortants. Loi des mailles. Alors ici, dans ce circuit, on considère donc un circuit qui est constitué par N dipôles d'impédance Z1, Z2 jusqu'à Zn. Alors, on prend ce sens-là, donc, alors comme le montre cette figure, donc dans ce sens. Alors, la somme des tensions dans une maille, elle est nulle. Donc, la loi des mailles. Alors, il indique que la somme des tensions, alors, dans une maille égale à 0, elle est nulle. Alors, en suivant ce sens-là, alors, on a la somme de la sommation EK égale à 0 avec epsilon K est égal à plus ou moins 1. Alors, epsilon K est égal à 1 si le sens de la maille est de même sens que la tension aux bornes de chaque dipôle. Alors, ici, en suivant par exemple ce sens-là, on a la tension aux bornes de Z1 et de sens opposé au sens choisi dans cette maille. Donc, il sera affecté par un signe moins, donc U de K égale à moins 1. Alors, en représentation complexe, la sommation sur K, epsilon de E de K égale à 0. Donc, on aura pour ce circuit, alors ici, c'est E de G, donc on sort par la borne positive, donc c'est EG. Alors, la tension E1 est de sens opposé au sens de la maille, donc c'est moins E1. Également ici, la tension aux bornes de dipôle Z2, d'impédance Z2 est de sens opposé que le sens choisi pour cette maille, donc c'est moins E2, etc. jusqu'à Zn, donc on a EG, moins E1, moins E2 jusqu'à moins En égale à 0. Alors, théorème généraux, alors théorème de superposition. Alors, quand un réseau linéaire comporte plusieurs générateurs de tension et de courant, l'intensité de courant ou bien la tension dans une branche de ce réseau est égale à la somme algébrique des intensités de courant ou bien des tensions créées par chacun des générateurs dans cette même branche. Alors, les autres sources de tension ou de courant sont éteintes. Alors ici, donc, les sources de tension sont éteintes. Ça veut dire que si on a une source de tension idéale, ça veut dire que
il ne contient pas, n'a pas de résistance interne, il sera remplacé par un court-circuit. Alors, une source de courant idéale, alors ça veut dire qu'il n'a pas de résistance interne, il sera remplacé par un circuit ouvert. Source réelle, que ce soit une source de tension ou bien source de courant, sera remplacée par sa résistance interne. Alors donc, pour expliquer ce théorème, donc, on va illustrer ici un exemple. Alors on a un circuit ici qui est composé de 3 impédances, ici Z1, Z2, Z3, et de 2 générateurs de tension, de force électromotrice E1 et E2. Alors la question c'est comment déterminer donc le courant I qui circule dans cette branche. Alors en suivant ce théorème, premièrement donc on va éteindre le générateur E2. Alors, on va éteindre le générateur E2, on va garder uniquement E1. Alors ici, comme le générateur E2 donc n'a pas de résistance interne, donc il sera remplacé alors par un court-circuit, c'est-à-dire par un fil. Alors ensuite, donc le courant ici qui traverse cette impédance Z3, il est noté E1. Alors on ajoute également ici un deuxième circuit où on a enlevé le générateur E1, on a gardé uniquement E2. Et donc ici également, E1 n'a pas de résistance interne, donc il sera remplacé par un fil, un court-circuit. Et donc le courant qui traverse Z3, il est noté E2. Le courant total donc sera I égale à E1 plus E2. Donc il suffit de calculer E1 pour ce premier circuit, de calculer E2 pour ce deuxième circuit, et le courant total c'est I égale à E1 plus E2. Alors théorème de Thevenin. Alors on peut remplacer tout circuit linéaire. Alors ce circuit-là, contenant des générateurs et de composants passifs. Donc voilà ce circuit-là qui est entre les points A et B. Alors qui alimente par les bornes A et B un dipôle T. Alors donc on va remplacer ce circuit-là qui est situé entre les points A et B par un générateur de tension. Un générateur de tension de force électromotrice E Thevenin en série avec une impédance interne ZTH. Alors donc on va remplacer le circuit là qui peut contenir des éléments passifs et des éléments actifs. Donc il peut contenir des générateurs de tension, de courant, des impédances. Alors des impédances comme bobine, ou bien condensateur, résistance, etc. entre les points A et B par donc un générateur de Thevenin de force électromotrice ETH, alors en série avec ZTH, c'est impédance de Thevenin ZTH. Alors la force électromotrice ETH de générateur est égale à la différence de potentiel, c'est la tension mesurée entre A et B quand le dipôle D est débranché, circuit est ouvert. Alors donc pour calculer ETH, donc ETH c'est la tension entre les points A et B quand la branche D ou bien quand le dipôle D est débranché et le AB il est en circuit ouvert, c'est-à-dire que le courant qui traverse cette branche AB est égal à 0. Donc ETH c'est la tension entre les points A et B lorsque le courant qui circule entre les points A et B est égal à 0. Alors l'impédance ZTH égale à l'impédance équivalente mesurée entre A et B quand le dipôle T est débranché et que les générateurs sont remplacés par leur impédance interne, ça veut dire qu'ils sont éteints. Donc ZTH, donc il faut revenir au circuit initial pour déterminer ETH et également pour déterminer ZTH. Alors ZTH c'est la tension équivalente entre les points A et B lorsque ce dipôle-là il est débranché et que les sources étaient éteintes. Ça veut dire on peut remplacer donc un générateur de tension alors par un fil. S'il n'a pas de résistance interne, s'il a une résistance interne, il peut être remplacé par sa résistance interne. Même chose si on a un générateur de courant idéal, ça veut dire n'a pas de résistance interne, il peut être remplacé par un circuit ouvert. S'il a une résistance interne, il peut être remplacé par sa résistance. Donc ici on va appliquer alors la loi d'Emaille, on a ETH est égal à ZTH plus ZD fois le courant I, et par conséquent on tire que I égale ETH sur ZT plus ZTH. Donc ce circuit équivalent nous donne la relation qui nous permet de déterminer le courant I, et ETH et ZTH ils sont déterminés à partir de circuits, alors qui est situé entre les points A
et B. Théorème Norton. Alors, on peut remplacer tout circuit linéaire contenant des générateurs et de composants passifs qui alimentent par les bornes A et B un dipôle D par un générateur de courant et N en parallèle avec une impédance Zn. Alors, même chose ici. Donc, on a un circuit alors, qui peut être constitué par des éléments passifs et actifs, c'est-à-dire par des résistances, des capacités d'inductance, des générateurs de courant et de tension donc ici par un générateur de courant En en parallèle avec une impédance Zn. Alors l'intensité de courant En du générateur est égale au courant de court-circuit entre A et B quand le dipôle D est débranché. Donc l'intensité, il faut revenir ici au circuit pour déterminer En. Donc En, l'intensité N du générateur est égale au courant de court-circuit. Ça veut dire que on va court-circuiter cette branche AB, ça veut dire que la branche AB sera remplacée par un fil. Donc, I de N, c'est le courant qui circule dans la branche AB. Lorsque cette branche AB est remplacée par un fil, ça veut dire qu'elle est court-circuitée, et bien sûr, en débranchant le dipôle T. Alors, la résistance Zn est égale à la résistance mesurée entre A et B quand le dipôle T est débranché et que les générateurs sont remplacés par leur résistance interne, ça veut dire qu'ils sont éteintes. Alors ici, donc, Zn, c'est Z Thevenin, donc c'est même chose, même explication que le cas de théorème de Thevenin. Alors ici, donc, le but, c'est de déterminer le courant I qui traverse alors le dipôle T. Alors, on a la tension entre les points A et B. Alors ici, donc, est égal à Zn fois ce courant. Ce courant qui traverse Zn, c'est En moins I. Ici, parce que le courant En égale le courant qui traverse Zn plus le courant I. Donc, le courant traversant Zn, c'est In moins I. Donc, VAB Zn fois N moins I. Ça d'une part. D'autre part, est égal à Zt fois le courant I. Alors, on tire que I égale à Zn et N sur Zt plus Zn. Alors, donc, pour calculer En, donc, il faut court-circuiter la branche AB. Alors, lorsque AB est court-circuité, ça veut dire qu'elle est remplacée par AB. Alors, dans ce cas, alors la tension entre les points A et B égale à 0. Donc, pour déterminer le courant I, il faut court-circuiter la branche AB. Ça veut dire que le courant I, c'est le courant qui traverse la branche AB. Lorsque cette branche elle est remplacée par un fil, ça veut dire que la tension au bord de cette branche elle est égale à 0. Alors, puisque bien sûr la résistance d'un fil est nulle. Alors, donc, on voit ici, donc on remplace donc I de N, c'est le courant qui circule dans la branche AB. Lorsque cette branche est remplacée par un fil. Donc, la résistance d'un fil égale à 0. Par conséquent, la tension aux bornes alors, de cette branche AB égale à 0. Alors, circuit RLC en série dans un régime sinusoïdal permanent. Alors, soit le circuit RLC alimenté par un générateur de basse fréquence de tension U de T qui est égal à EM cos oméga T. Alors, ce circuit, donc, il est composé par 3 dipôles, résistance R, inductance L, capacité C qui sont en série. Alors, donc, ce générateur, il délivre un courant I de T sinusoïdal de la forme I de T est égal à EM cos oméga T plus phi. Alors, l'objectif, donc, c'est de déterminer ce courant I de T, ça veut dire déterminer son amplitude maximale et sa phase phi. Alors ici, donc, on va utiliser deux méthodes, la méthode complexe et la méthode de Fresnel. On commence par la méthode complexe. Alors, on utilise donc la deuxième loi de Kirchhoff, ça veut dire la loi des mailles. E de T est égal à E de T plus E de L de T plus E C de T. La tension au borne de la résistance, la tension au borne de l'inductance et la tension au borne de capacité. Alors, méthode complexe, donc on passera en notation complexe. Donc ici, deuxième loi de Kirchhoff en utilisant la méthode complexe, c'est U bar de T est égal à U bar de R de T plus la tension complexe U de L de T plus la tension complexe aussi de T, ou en utilisant donc ici c'est l'amplitude complexe, ça veut dire 100 G oméga T, 100 exponentielle de G oméga T, c'est alors U est égal à UR plus EL plus E de C. Ainsi, on remplace donc R par ZR qui est égal à R. On remplace donc ici
l'inductance L par ZL et la capacité C par ZC. Avec ZL, c'est GL oméga, et ZC est égal à 1 sur GC oméga. Alors, on a U de T est égal à M plus oméga T, on lui associe donc la tension complexe U de T est égal à EM exponentielle G oméga T, ou bien l'amplitude complexe de la tension U, c'est U égale à EM. Donc, ici, on enlève exponentielle G oméga T, puisque oméga, alors, ou bien ce terme-là, il est commun pour toutes les trois grandeurs caractérisant donc la résistance R, l'inductance L et la capacité C. Alors, on a I de T également, on lui associe donc le courant complexe I de T est égal à EM exponentielle J oméga T plus U. Encore, on peut associer à I de T donc l'amplitude complexe de courant I égale à EM exponentielle J phi, alors son exponentielle J oméga T. Alors, donc, on a ici U, on va remplacer donc U, c'est donc ER c'est ZR fois I, EL c'est ZL fois I et EC c'est ZC fois I, puisque les trois impédances ils sont en série, donc U c'est ZR plus ZL plus ZC fois I, on remplace ZR c'est R, ZL c'est GL oméga, ZC c'est 1 sur GC oméga qui est égal à moins J sur C oméga, par conséquent on obtient U qui est égal à R plus J facteur de L oméga moins 1 C oméga fois I est égal à ZI, avec donc Z bar c'est R plus G fois X. C'est l'impédance complexe équivalente du circuit RLC avec X qui est égal à L oméga moins 1 C oméga qu'on appelle, c'est la réactance du circuit RLC. Donc à partir de cette expression de Z, on peut déterminer le module de Z. Alors Z bar donc c'est U sur I. Alors, c'est U bar également sur I, ça c'est le rapport donc des amplitudes complexes. Alors, on peut déduire donc le module de Z bar, c'est le module de U sur le module de I, alors qui est égal à UM sur 1M, puisque, alors l'exponentielle ici, donc de exponentielle moins J phi est égal à 0, comme l'on montre ici. Cette expression Z bar, c'est M sur M, exponentielle moins J phi, donc le module exponentielle moins J phi est égal à 1. Par conséquent, donc, on a le module de Z bar, c'est EM sur EM, ce qui implique que EM, donc, est égal à UM sur le module de Z bar, est égal à EM sur la racine de R carré plus 1 sur C oméga moins L oméga de carré, puisque Z bar, c'est R plus G facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, on revient ici à l'impédance complexe équivalente du circuit Z bar, qui est égal à EM sur M exponentielle, alors moins J. Donc, est égal UM sur EM n'est autre que le module de Z. Donc, c'est le module de Z bar fois exponentielle moins J phi, ça d'une part. Alors, d'autre part, est égal à R plus G de X. Donc, on a Z bar, c'est le module de Z bar exponentielle moins J phi, est égal à R plus Gx, d'après le rappel, alors qu'on a vu. Alors, donc, on tire que tangente de moins phi, alors ici, moins phi, ça représente, donc, c'est l'argument de Z bar. Donc, tangente de moins phi est égal à la partie imaginaire Cx sur la partie réelle. Alors, donc, on tire donc que phi, tangente de moins phi, c'est moins tangente de phi. Donc, phi est égal à moins la tangente de x sur r. On remplace x et L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, c'est moins la tangente de L oméga moins 1 sur C oméga sur r. Donc, on a déterminé la phase phi de courant I de T. Également, on a déterminé I de M, donc on a déterminé le courant I de T. Alors, on peut raisonner aussi d'une autre manière. Alors, on a Z bar est égal à U bar sur I, implique que l'argument de Z, c'est l'argument de U moins l'argument de I. Or, ici, c'est égal à moins l'argument de I, puisque l'argument de U est égal à 0. Alors, U, c'est UM, donc c'est réel. Donc, il n'a qu'une partie réelle. L'argument de U, c'est l'argument de 0, puisque la partie imaginaire, c'est 0. Donc, 0 sur la partie réelle, égale à la tangente 0, égale à 0. Donc, ici, U égale, argument de U égale à 0. Par conséquent, l'argument de I égale à moins l'argument de Z. Alors, on a I égale à M exponentielle J phi. Donc, phi, ici, ça représente, donc, c'est la phase de courant I. Phi est égal à l'argument de I. D'après cette expression, est également l'argument de Z. Et l'argument de Z, c'est l'arc tangente de L oméga. Donc, ici, c'est avec un signe moins l'argument de Z. Donc, est égal à cette expression-là.
Alors ici, donc, on distingue deux cas suivant que L oméga est supérieur à 1 sur C oméga ou bien L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. Donc, on va passer ici à la représentation graphique. Alors, on va traiter le premier cas, L oméga est supérieur à 1 sur C oméga. Ici, on va essayer donc de représenter Z. À partir de cette représentation, on peut également déterminer la phase phi et également on peut déterminer l'amplitude est de M. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on présente? Donc, on a Z bar C R plus G facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Donc ici, on a L oméga, il est supérieur à 1 sur C oméga. Donc, je trace la partie réelle premièrement ici. Donc, c'est, comme le montré, c'est Z, c'est, alors Z, c'est R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, je commence à représenter la partie réelle. Donc, R. Donc, ici, c'est la partie réelle. Donc, c'est R. Je représente également GL oméga. Voilà GL oméga. Alors, ici, on a L oméga. Il est supérieur à 1 sur C oméga. Donc, la longueur de ce vecteur-là, elle est supérieure à 1 C oméga. Donc, il est vers le haut. G. Donc, on a plus G. Donc, cet axe, il est vers le haut. Alors, plus moins G sur C oméga. Moins G, donc ça va être vers le bas. Et comme sa longueur, on a 1 sur C oméga, elle est inférieure à 1 oméga. Donc, je peux le représenter soit ici, alors ici. Alors, pour que on puisse définir directement la différence entre L oméga et 1 sur C oméga. Alors, donc, la différence, il donne, donc, c'est, ici, on obtient un vecteur de la forme G, donc c'est L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, la longueur de ce vecteur, c'est L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, ce vecteur-là, il représente, donc, c'est la somme de ZL plus ZC. Également, on a ici ZR, donc la résultante, c'est Z ici. Alors, on a Z égale le module de Z fois exponentielle moins J phi. Donc, moins phi, ça représente, donc c'est l'argument de Z. Alors, ça, c'est le sens positif. Donc, j'ai ici moins phi. Donc, on peut déterminer, alors, la phase phi. Alors, ici, on peut déterminer, donc, en utilisant tangente. Donc, tangente de moins phi est égale à L oméga moins R sur oméga sur R. Et on peut déduire, donc, phi. Alors, également, on peut utiliser ici, donc, le module. Je peux mettre ici, alors, le module de Z carré est égal à R carré plus L oméga moins R sur C oméga. Donc, on peut utiliser également ici, donc, le module de E de M. Alors, ici, c'est lorsque, donc, L oméga est inférieur à C oméga. Alors, j'en représente donc moins J sur C oméga. Donc, la longueur de ce vecteur 1 sur C oméga, il est supérieur à L oméga. Donc, affecté d'un signe moins, donc il est dirigé vers le bas. Alors, j'ai L oméga vers le haut. Donc, L oméga est inférieur à C oméga. Donc, la différence entre moins 1 sur C oméga et G L oméga est ce vecteur-là qui est dirigé vers le bas puisque le moins G il est vers le bas. Donc, ici également, on peut déterminer donc toujours, ça c'est l'argument de Z, phi c'est toujours, alors on a moins phi c'est, donc moins phi c'est l'argument de Z, donc c'est toujours, il est dirigé de la partie réelle, pardon, donc il est moins phi c'est toujours de la partie réelle vers Z, donc moins phi dans ce sens et phi dans le sens opposé. Donc ici on peut déterminer l'argument de phi, tangente de phi, qui est égal à 1 sur C oméga moins L oméga, alors sur R. Alors on passe à la méthode de Fresnel. Alors on a R, L et C sont alimentés en série. La tension E de T est telle que, donc deuxième loi de Kirchhoff, c'est E de T est égal à R plus EL plus E de C. Alors on passe donc, on représente donc chaque grandeur ici par une grandeur complexe.
par un vecteur, pardon. Donc, on a U de T remplacé par le vecteur E de T, ER par le vecteur ER, EL par le vecteur EL et E de C par le vecteur E de C. Alors, la méthode donc de Fresnel consiste à déterminer l'amplitude et la phase, ça veut dire l'inclinaison par rapport à l'horizontale, l'inclinaison du vecteur par rapport à l'horizontale pour chaque tension et choisir un sens de rotation positif. Alors, donc, on a UR, c'est R, U de T, c'est R et M cos oméga T plus phi. Donc, on va associer à cette grandeur E de R, donc, le vecteur ER de T, alors qui a, donc, sa longueur, c'est le module ER de T, c'est R et de M. Alors, la phase, c'est phi. Donc, ici, REM qui représente l'amplitude de la tension R de T. Ici, ça représente, donc, c'est la longueur de ce vecteur ER de T. Alors, phi, c'est la phase. Donc, phi, c'est l'inclinaison de l'horizontale pour ce vecteur. Alors, on a U de L de T, c'est L D de E sur dt. Alors, donc, I, c'est M cos oméga T plus phi. Donc, c'est dérivé, ça donne c'est moins L oméga et M sinus oméga T plus phi. Alors ici, comme E de R est exprimé en fonction de cosinus, on doit donc exprimer EL et E de C en fonction d'une grandeur qui est exprimée en cosinus. Donc on remplace donc le moins sinus par cos oméga t plus phi plus pi sur 2. Donc on aura EL de t, c'est L oméga et M cos oméga t plus phi plus pi sur 2. Donc on va associer à cette grandeur UL de t le vecteur EL. Alors, où sa longueur, donc qui représente son module, c'est L oméga et M. Et la phase ici, c'est phi plus P sur 2. Même chose, on a U de C égale à Q sur C. Q, c'est l'intégrale de I dt. Donc, on a U de C est égal à 1 sur C, l'intégrale I de T dt. Et de T, c'est M cos oméga T plus phi. L'intégrale, donc, de cosinus. Donc, on obtient ici, c'est M sur C oméga sinus oméga T plus phi. Donc, qui est égal à M sur C oméga cos oméga T plus phi moins P sur 2. Alors, donc, l'eau est associé. On associe donc à UC de T le vecteur UC de T. Module C et M sur C oméga. La phase, c'est phi moins P sur 2. Alors, également, on a U de T qui est égal à UM cos oméga T. On va associer le vecteur U de T qui est égal d'une part à la somme vectorielle des trois vecteurs ER plus EL plus E de C. Donc, on va associer donc, alors ici, U de M qui représente sa longueur et la phase phi de E qui est égale à 0. Alors ici, comme vous voyez ici, donc on a UR, EL de T ici, donc ils ont tous la phase phi. Donc, on va prendre donc comme origine des phases, c'est phi. Alors, on va traiter deux cas. Alors, L oméga supérieur à C oméga. Donc, ici, ça, c'est la phase phi. L'axe horizontal, donc, c'est phi. Comme vous voyez ici, donc, on a U de R. Sa longueur, elle est représentée par R U de M. Et la phase ici, c'est phi. Alors, on passera à la représentation de vecteur U de L. U de L est là comme longueur, c'est L oméga et M. Et sa position par rapport à l'horizontale, c'est P sur 2. Donc, on a phi plus P sur 2. Alors, si vous voyez ici, donc, le vecteur U de L, donc, son inclinaison, c'est phi plus P sur 2. Alors, phi, il est sur l'horizontale, donc, on doit ajouter, alors, P sur 2. Donc, ça, c'est phi sur l'axe horizontal, j'ajoute P sur 2, voilà, j'obtiens le vecteur, donc U de L. La longueur, c'est L oméga M. Donc, U de L, c'est d'ici jusqu'ici. Alors, je passe à la représentation de E de C. Alors, E de C, donc, sa longueur, c'est M sur C oméga. Et son inclinaison, sa face, c'est phi moins P sur 2. Donc, phi sur l'origine, ça, c'est le sens positif. Donc, pour avoir E de C, donc, je dois ajouter moins P sur 2. Moins P sur 2, ça veut dire c'est vers le bas. C'est le sens opposé à ici à plus P sur 2. Donc, c'est dans ce sens. Et pour faire la différence entre les deux vecteurs, donc je peux représenter ici le vecteur, alors U de C, mais il est toujours dirigé vers le bas puisqu'on a l'angle C moins P sur 2. Donc, au lieu de le représenter ici, je peux le représenter ici pour que je puisse faire la différence entre les deux vecteurs. Donc, le vecteur, ça c'est l'horizontal. Je fais la translation, c'est l'horizontal. Alors ici, c'est moins
P sur 2. Donc, le vecteur, il est dirigé vers le bas. Donc, j'ai le vecteur U de L vers le haut, le vecteur E de C vers le bas. La différence, donc, c'est ça donne sur ce vecteur-là, il est dirigé vers le haut, puisque le vecteur U de L a une longueur qui est supérieure, L oméga est supérieure à 1 sur C oméga. Donc, la longueur du vecteur EL est supérieure à la longueur du vecteur E de C. Donc, ça, c'est la longueur de E de L plus E de C qui sont de sens opposé et L oméga moins 1 sur C oméga et de M. Donc, d'ici jusqu'ici. Alors, donc, je représente également donc, le vecteur U. Alors, le vecteur U, c'est la somme de ER plus EL plus C. Donc, ça, c'est le vecteur ER. Ça, c'est la somme EL plus EC. Donc, ça, c'est le vecteur résultant E de L. Alors, il est caractérisé par, donc, sa longueur, c'est EM, et par sa phase phi de E égale à 0. Alors, l'axe horizontal, c'est phi. Alors, ici, c'est la phase de U, c'est 0. Donc, pour obtenir 0, qu'est-ce qu'il faut? Donc, je répète, sur l'axe horizontal, ça veut dire l'axe, c'est la phase de U de R, ou bien de courant I de T, c'est phi. Donc, pour avoir 0, je dois ajouter ici plus, moins phi. Phi moins phi, ça donne 0. Ou bien, alors si ce sens-là c'est moins phi, donc le sens opposé c'est phi. Alors ici, donc on remarque que donc, la tension E de T, il est en avance de phase par rapport à phi. Ça se voit ici, puisque le vecteur U, il est situé au-dessus du vecteur U de R, ou bien le vecteur I. Donc, alors on a ici I de T en retard de phase sur I de T, puisque phi, il est négatif. Alors, quand vous voyez ça, c'est 0. Donc, au-dessus de 0, donc vous avez phi, donc c'est négatif. Donc, au-dessus de 0, on a des phases positives. Au-dessus de 0, on a des phases qui sont négatives. Donc, phi, il est situé ici au-dessus de 0. Donc, phi, il est négatif et par conséquent, I de T, il est en retard de phase sur I de T. Donc, I de T est M cos oméga T. Alors, puisque phi est négatif, donc moins la valeur absolue de phi, le circuit, il est inductif. Alors, on passe au deuxième cas, L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. Alors ici, donc, toujours on représente le vecteur U de R qui a comme longueur R et de M. La phase phi, c'est sur l'horizontale. Donc, pour représenter U de L qui a comme longueur L oméga et M, mais cette fois-ci, la longueur L oméga et M est inférieure à M sur C oméga. Donc, ça c'est phi, j'ajoute plus pi sur 2 pour représenter le vecteur U de L. Voilà. Donc, phi plus p sur 2, ça donne le vecteur L. La longueur, c'est L oméga M. Je représente également le vecteur E de C. Alors, E de C, il est caractérisé par la phi moins p sur 2. Donc, ça, c'est phi moins p sur 2. Donc, ça veut dire que donc, c'est le vecteur, il est dirigé vers le bas. Alors, comme sa longueur, il est supérieur à L oméga, donc, je peux le représenter ici. Donc, ça, c'est l'axe horizontal, moins P sur 2, le vecteur il est dirigé vers le bas. Donc la somme de L, de vecteur EL et de vecteur E de C, donc comme ils sont opposés, donc c'est comme on fait la différence. Alors donc la différence c'est, alors ici c'est cette différence-là, c'est 1 sur C oméga moins L oméga EM. Donc ici, la somme vectorielle, donc il est représenté par le vecteur U, est égal à ER plus EL plus E de C. Donc ça c'est EL plus E de C, ça c'est ER. Donc le vecteur résultant, ici ça donne, c'est le vecteur U, dont longueur E de M et phi de U est égal à 0. Alors ici j'ai phi, ici j'ai 0, phi de U est égal à 0. Alors donc, je peux partir de 0 pour avoir phi. Donc je dois ajouter phi, ici c'est 0. Ici, c'est phi sur l'horizontale, donc j'ajoute phi dans ce sens-là, 0 plus phi égale à 0. Donc ici, ça montre que, alors, que le courant I de T, il est en avance de phase par rapport à phi. Ou bien, alors, le courant I de T, il est situé, ou bien, sur cet axe. Donc, on remarque que phi, il est au-dessus de l'axe horizontal. Donc, alors, toute phase situé au-dessus de l'axe horizontal, il est, donc ici c'est négatif, donc, ou bien on remarque ici que le vecteur U, il est situé au-dessus de vecteur U, donc U, il est
on avance de phase par rapport au courant I de T. Alors, I de T, on avance de phase sur I de T fait positif. Donc, I de T, c'est M cos oméga T plus phi. Le circuit, il est décapacitif. Alors, donc, on passe à la détermination de l'intensité maximale I de M. Alors, ici, on va prendre le triangle. Ici, ce triangle-là. Alors, donc, on peut appliquer théorème de Pythagore. Donc, EM, E carré est égal à R carré et M carré plus L oméga moins 1 sur C oméga et M au carré. Donc, ce qui donne EM, c'est EM sur la racine de R carré plus 1 sur C oméga moins L oméga le tout au carré. Alors, on peut déterminer également phi. Alors, tangente, ici, tangente de phi. Donc, c'est 1 sur C oméga moins L oméga sur R. Ou bien ici, on peut également déterminer ici, on a phi dans ce sens, donc moins phi, il est dans ce sens, on suit toujours le sens positif, donc tangente de moins phi est égal à L oméga moins 1 sur C oméga. Alors sur R, bien sûr, on simplifie par I de M. Donc on obtient tangente de phi est égal à moins L oméga moins 1 sur oméga sur R. Et phi, c'est moins l'arc tangente de L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Alors, on passe donc à l'étude de la résonance de circuit LC. Alors, on a donc le courant I de M, c'est M sur la racine de R carré plus 1 sur C oméga moins L oméga le tout au carré. Puis, c'est l'arc tangente de 1 sur C oméga moins L oméga sur R. Alors, lorsque L oméga est égal à 1 sur C oméga, ça veut dire que cette quantité est égale à 0. Donc, la réactance est nulle. Le circuit est dit en résonance. Alors, l'intensité M est maximale, donc lorsque L oméga est égal à 1 sur C oméga, ça veut dire que LC oméga carré est égal à 1, ça veut dire que oméga égal à oméga 0 est égal à 1 sur la racine de LC, ou encore, donc F0, c'est ce qu'on a, F0 est égal à 1 sur 2pi la racine de LC avec oméga 0 est égal à 2pi fois R0. Alors, F0 ici est appelé, c'est la fréquence de résonance ou la fréquence propre de circuit. Alors, dans ce cas, lorsque L oméga est égal à 1 sur oméga et M égale à UM sur R et phi égale à 0. Alors, ainsi, le circuit RLC se comporte comme une simple résistance. Alors, ici, donc, L oméga sur cette représentation, L oméga M égale à M sur C oméga. Donc, la somme donc, de ces deux posant ces 0 puisqu'ils sont de sens opposé. Donc, on a ici que la résultante, donc ici, c'est représenté par U de M. Donc, ici, la phase phi égale à 0. Alors, donc, ce courant I de M peut être représenté en fonction de facteurs de qualité, donc un paramètre sans dimension, Q qui est égal à L oméga 0 sur R, qui est égal à 1 sur R, la racine de L sur C, qui est égal également à oméga 0 sur delta oméga, avec delta de oméga qui représente c'est la largeur de la bande passante. Delta oméga est égal à oméga 2 moins oméga 1, où oméga 1 et oméga 2 sont déterminés par la relation I oméga 1 égale à oméga 2 égale à I oméga 0 sur la racine de 2. Alors donc en résolvant cette équation, donc on obtient une équation de second degré. La résolution de cette équation, donc oméga 2 est égal à R sur 2L plus 1 demi, la racine de R carré sur L carré plus 4 oméga 0. Oméga 0 au carré et oméga 1 est égal à moins R sur 2L plus 1 demi la racine R carré L carré plus 4 oméga 0 au carré. Alors delta de oméga ça veut dire oméga 2 moins oméga 1 donc est égal à R sur L et le produit oméga 1 fois oméga 2 égale à oméga 0 au carré. Alors on peut représenter donc ici le facteur de qualité M est égal à M sur R la racine de 1 plus, alors ici K0 au K au carré, de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga le tout au carré. Donc la représentation donc du courant en fonction de la pulsation est donnée par cette figure. Donc le maximum il est atteint par oméga égale à oméga 0. Donc c'est le maximum, c'est EM sur R. Ici, le représenté par deux valeurs de facteur de qualité. Disons pour K0 supérieur à 1 sur racine de 2 et pour K0 inférieur à 1 sur racine de 2. Alors, on peut également représenter la phase phi en fonction de facteur de qualité K0, donc qui est égal donc à moins la tangente K0, oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Alors, lorsque oméga est inférieur à oméga 0, la phase phi est positive, ça veut dire que U il est en retard sur I, le dipôle est plutôt capacitif.
Pour oméga, il est supérieur à oméga 0, phi négatif, U en retard sur U de I, le dipôle est plutôt inductif. Et merci pour votre attention.